La plupart des gens n'ont aucune idée de ce qui est sur le point de se passer. Mais les données montrent que nous sommes déjà à un point de rupture historique. Et il y a un détail que presque personne ne remarque, mais qui peut complètement changer votre façon de penser à l'avenir économique. En se basant sur des cycles économiques, des données historiques et des signes concrets, cette vidéo propose une lecture rationnelle et pratique sur ce qui nous attend. Juste avant de commencer, n'oubliez pas d'apprécier la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour m'aider à améliorer les vidéos de la chaîne. Au cours de l'histoire, tous les grands empires ont suivi un modèle étonnamment similaire. Chacun d'eux a connu un cycle prévisible d'essor et de déclin. Cela semble de la fiction, mais les empires suivent un scénario presque prévisible, comme si l'histoire était piégée dans une boucle. Ce cycle commence par une croissance interne cohérente. Ensuite, vient la phase de projection de puissance, l'empire étend son influence par le biais d'alliances stratégiques, de domination militaire et de contrôle des routes économiques. Mais inévitablement, avec le temps, surgissent les excès. Des dépenses publiques incontrôlées, un endettement croissant et des conflits externes s'accumulent. La phase suivante est la plus silencieuse, la perte de confiance. Lorsque d'autres puissances cessent d'utiliser la monnaie de l'empire pour leurs réserves et leur commerce, cela indique quelque chose de plus grand. L'hégémonie commence à s'effondrer de l'intérieur, avant même qu'un ennemi extérieur ne puisse la menacer. Aujourd'hui, les États-Unis maintiennent le plus grand budget militaire du monde et contrôlent encore des institutions clés du système financier mondial. Mais en même temps, ils font face à une dette publique qui dépasse 34 trillions de dollars, à des déficits fiscaux records et à un dollar de plus en plus contesté en tant que réserve internationale. Sommes-nous en train d'assister en direct à la répétition d'un cycle que nous avons déjà observé auparavant? La réponse pourrait être plus proche qu'il n'y paraît. L'histoire montre que ces empires ne s'effondrent pas du jour au lendemain, mais s'écroulent progressivement. Ils sont soutenus par un déni collectif qui contamine les élites, les gouvernements et les institutions. Ce schéma psychologique est récurrent. Lorsque les premiers signes de déclin apparaissent, la réaction la plus courante n'est pas l'adaptation, mais le blocage mental. Pourquoi les dirigeants expérimentés sentaient-ils à nier ce qui est devant leurs yeux? Ce phénomène a un nom, psychologie du déni. C'est le mécanisme par lequel une société, face à des preuves inconfortables, choisit de ne pas voir. Non pas par manque d'intelligence, mais par peur des conséquences. Il existe également ce que l'on appelle l'effet Cassandre. Des personnes qui, sur la base de données, alertent sur des risques systémiques, mais sont discréditées parce qu'elles ne disent pas ce que le public veut entendre. Avant la crise de 2008, certains économistes avertissaient du collapse du marché américain. Ils avaient raison, mais étaient ridiculisés. Pourquoi cela se répète-t-il? Ce n'est pas le manque d'avertissement qui détruit les empires. C'est le refus de confronter la réalité qui se dresse devant eux. Et quand ils finissent par voir, il est généralement trop tard. Mais cette fois, l'issue doit-elle nécessairement être la même? Depuis la fin des années 1970, quelque chose a lentement changé au cœur des économies avancées. Pendant plus d'un siècle, le pouvoir d'achat ajusté à l'inflation avait cru de manière stable. Les travailleurs recevaient davantage, et ce, davantage, leur permettait réellement d'acheter plus. Mais ce cycle vertueux a été interrompu. Les salaires nominaux ont continué à augmenter. Mais, parallèlement, les prix du logement, de l'éducation, de la santé et de l'énergie ont augmenté encore plus rapidement. Quel est le résultat? Un travailleur en 2025 gagne plus d'euros qu'il y a 30 ans mais achète moins avec cet argent. Et cela a été masqué par un outil, le crédit. Avec la stagnation des salaires réels, la solution proposée aux citoyens moyens a été simple, mais trompeuse. Au lieu d'améliorer son revenu, on lui a proposé de s'endetter. Carte de crédit, prêts hypothécaires à long terme, dettes étudiantes, tout a été facilité. L'illusion de prospérité a été maintenue, non par le gain, mais par l'anticipation de la consommation. Mais jusqu'à quand cette illusion peut-elle se maintenir? Transformons cela en chiffres pratiques. Imaginons une famille avec un revenu mensuel de 4 000 euros. Si ce revenu perd 1% de pouvoir d'achat par an pendant 3 décennies, ce qui est très généreux comparé aux moyennes inflationnistes réelles. À la fin de cette période, la perte cumulée dépasse 26%. Cela équivaut à vivre avec 3 000 euros. C'est comme perdre un quart du budget, sans jamais recevoir un avis formel. C'est le véritable piège. Il n'y a pas de chute abrupte, juste une glissade continue. Et justement parce que c'est graduel, peu de gens s'en aperçoivent. Mais l'impact, au fil des années ou des décennies, est dévastateur.
Et le plus inquiétant, tous ont-ils souffert de la même manière? Entre 1980 et 2020, 1% des plus riches de la population américaine contrôlaient environ 25% de la richesse nationale au début des années 80, tandis qu'aujourd'hui, ils détiennent plus de 40%. Ce saut n'est pas le fruit d'un hasard statistique. Comment cela a-t-il été possible en si peu de temps? La réponse commence par la divergence entre productivité et rémunération. Au cours des 4 dernières décennies, les travailleurs produisent davantage par heure, grâce à plus de technologie et moins d'erreurs. Mais la rémunération moyenne pour ce travail est restée stagnante. Où ce capital a-t-il réellement été investi? Alors que la majorité de la population a accumulé des passifs hypothèques, dettes étudiantes et prêts personnels, le 1% le plus riche s'est concentré sur des actifs. Actions, fonds, biens immobiliers rentables, participation privée et structures de protection patrimoniale. Chaque crise, chaque baisse des taux d'intérêt, chaque nouveau stimulus monétaire a en pratique servi à gonfler les prix de ces actifs. Et ceux qui en possédaient déjà se sont encore éloignés de la base de la pyramide. Et le plus préoccupant, cela ne fait pas que continuer, cela s'accélère. La question est, comment se positionner face à cela? L'inflation est désormais devenue un composant structurel des économies développées. Les denrées alimentaires de base, l'énergie et les services essentiels ont enregistré des augmentations constantes, même après les pics pandémiques. Il ne s'agit plus d'un effet temporaire d'offre, mais d'une nouvelle réalité des prix, pressée par des facteurs durables. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'investisseur ordinaire? Pour contenir cette avancée, les banques centrales ont recours à l'arme classique, l'augmentation des taux d'intérêt. La théorie est simple, rendre le crédit plus coûteux, ralentir l'économie et refroidir les prix. Mais il y a un effet secondaire inévitable. Plus le taux est élevé, plus le service des dettes publiques devient onéreux. Et dans des pays comme les États-Unis, où la dette fédérale dépasse déjà les 34 trillions de dollars, cela se traduit par un poids insoutenable. En 2023, les États-Unis ont dépensé davantage en intérêts de la dette qu'en tout le budget militaire. Et cela dans un pays dont la machine de défense consomme des centaines de milliards de dollars par an. Si les taux d'intérêt restent élevés, comment maintenir les programmes sociaux, les investissements dans les infrastructures ou les futures incitations? La réponse est inconfortable. Peut-être ne sera-t-il pas possible de les maintenir. Ce scénario met les gouvernements dans une position délicate. Réduire les dépenses compromet la croissance. Augmenter les impôts génère des tensions sociales. Et imprimer de l'argent ravive l'inflation. Quelle sera la solution? Lorsque le service de la dette consomme une bonne partie du budget, le système cesse d'être durable. Et c'est précisément à ce moment-là que des ruptures historiques ont tendance à se produire. Être attentif à cela n'est pas du pessimisme, c'est une survie stratégique. Mais il existe un facteur externe qui pourrait accentuer encore davantage ce processus. Et il est en train de croître loin de Washington. Alors que l'Occident fait face à la stagnation et à une dette croissante, la Chine a emprunté un chemin différent. Au cours des 3 dernières décennies, son PIB a cru, en moyenne, entre 6% et 9% par an, un rythme qui a transformé le pays d'une économie rurale en un pôle technologique et industriel d'envergure mondiale. Mais quel rapport cela a-t-il avec sa réserve financière? En coulisses du commerce mondial, quelque chose de encore plus pertinent se déroule. La Chine a signé des accords bilatéraux avec des dizaines de pays pour des transactions sans recours au dollar. Le Brésil, l'Inde, la Russie, l'Iran, tous ont commencé à négocier en monnaie locale. Ce mouvement n'est pas seulement symbolique. Il sape directement le principal atout géopolitique des États-Unis, la demande mondiale pour leur monnaie. Le dollar a toujours été plus qu'un simple moyen d'échange. Il a été l'encre d'un système. Mais lorsque l'encre commence à rouiller, le navire perd de sa stabilité. Entre 2000 et 2023, la part du dollar dans les réserves de change mondiales est passée de 70% à 58%. Une chute de 12 points de pourcentage en un peu plus de 2 décennies. Ce chiffre semble-t-il petit? Pensez à ce qu'il représente. Des centaines de milliards de dollars migrant silencieusement vers d'autres monnaies et actifs. Que faire alors lorsque même les actifs traditionnels deviennent vulnérables? Face à une conjoncture mondiale instable, protéger son patrimoine n'est plus une préférence, c'est une obligation. Et il ne s'agit pas de prévoir l'avenir avec précision, mais de structurer un portefeuille capable de résister aux chocs qui sont déjà en cours. La bonne nouvelle? La partie pratique commence maintenant. Et oui, il s'agit seulement de 5 étapes, mais chacune d'elles peut faire une énorme différence si elle est appliquée.
La première étape consiste à exposer une partie du capital à des actifs réels et non inflationnistes. L'or, l'argent et certaines autres matières premières ont tendance à préserver leur valeur lorsque la monnaie perd de sa force. Vous pouvez conserver de 10 à 25% du portefeuille dans ces actifs, surtout en période d'incertitude monétaire. Ensuite, il est essentiel de réduire l'exposition aux dettes à taux variable. Si vous avez des contrats indexés à des taux d'intérêt fluctuants, c'est le moment de revoir cela. Priorisez le remboursement des dettes les plus coûteuses ou vulnérables à des hausses. Pourquoi ? Parce que le refinancement en période de resserrement monétaire peut ne pas être possible. Et de nombreuses familles découvrent cela quand il est déjà trop tard. Le troisième point est la diversification internationale. Les fonds négociés en bourse globaux, les fonds multicomptes et les actions d'entreprises opérant en différentes monnaies aident à réduire le risque local. Car lorsque le centre du système commence à perdre de sa force, la logique de l'investisseur change. Il ne s'agit plus de rendement maximal, mais de protection maximale. Et protéger commence par où vous ancrez votre liquidité. La quatrième stratégie consiste à générer un revenu passif en toute sécurité. Investissez dans des entreprises avec un flux de trésorerie solide, un historique de dividendes et des secteurs défensifs, tels que l'infrastructure ou la santé. Cherchez des rendements supérieurs à l'inflation et avec un taux de distribution sain. Il ne s'agit pas seulement de combien on verse, mais avec quelle stabilité cela se fait. Enfin, maintenez une réserve de liquidité stratégique. Entre 6 et 12 mois de dépenses en espèces ou en actifs liquides. Cette réserve sert à la fois défensivement et offensivement. Elle vous protège contre les imprévus. Mais elle vous permet également de saisir des opportunités lorsque le marché se désorganise. Et quand cela arrive, comme cela s'est déjà produit en 2000, 2008 et 2020, seuls ceux qui ont des liquidités décident. Les autres, eux, ne font que réagir. Les crises ne frappent pas à la porte. Elles se forment progressivement. Et lorsqu'elles s'effondrent, elles le font de manière soudaine. Aimez cette vidéo pour recevoir d'autres contenus qui vous aideront à vous préparer aux crises et partagez cette vidéo avec ceux qui ne se préparent pas encore. À bientôt dans la prochaine vidéo.